tous, bonsoir. Après une semaine sans stream, Dieu que ça paraît long. Alors pour vous, sans doute moins pour moi, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude. Donc on se retrouve ce soir pour eh bien cette seconde et dernière partie sur les victoires coloniales. Alors comme à chaque fois, lorsque les tier lists ont plusieurs parties, vous avez l'habitude, je ne refais pas l'introduction, qui je pense a été largement exhaustive il y a 2 semaines sur le pourquoi du sujet, les raisons qui ont poussé au choix de telle ou telle bataille, la chronologie, toutes les imperfections de mon travail et puis les questions que pouvait soulever un peu ce thème par rapport à notre présent. Et pour le reste, eh bien, comme d'habitude, prenez ce qu'il y a à prendre. Alors du point de vue strictement pratique, sans que ce soit ni important ni volontaire, la deuxième partie a une chronologie un petit peu moins étendue. On voit un nombre d'acteurs similaires, bon, acteurs différents bien sûr. Voilà, vous devriez pouvoir vous retrouver en terrain connu. Donc que dire par rapport à ce qui a été vu justement il y a 2 semaines? Eh bien que les victoires coloniales présentent des similarités entre elles, comme les désastres. Leurs effets inversés sont bien entendu de l'ordre de la palissade, puisque ce sont par nature des événements opposés. Vous me direz que c'est logique, je vous donnerai entièrement raison, puisque une défaite de l'un est par opposition une victoire de l'autre. Dit simplement, le perdant n'est pas le même, mais les effets ne diffèrent pas. Plus sérieusement, très souvent, eh bien, les troupes impliquées sont en asymétrie complète, et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on met rarement en avant, par omission peut-être, par sélection ou intention plus sûrement, mais de fait, les chiffres et la postérité indiquent qu'un désastre colonial commence à une poignée de morts pour le colonisateur, tellement sa supériorité technologique, industrielle, intellectuelle, militaire est marquée, là où la victoire coloniale de l'homme blanc doit être, de l'homme blanc d'ailleurs, ou autre, on va voir. Mais bon, ça se doit d'être le triomphe contre une armée nombreuse pour être digne. Elle nécessite donc les victoires, la condition particulière d'une bataille rangée acceptée, une condition qui sera de moins en moins remplie avec le temps, puisque l'on verra la diffusion des armes à feu dans le monde colonial, donc plus de nécessité de l'engagement au corps à corps, surtout dans des terrains qui sont plus propices à la guérilla. Et c'est vrai que là où les désastres coloniaux qu'on avait vus obéissaient à des défauts tactiques ou stratégiques variables chez le colonisateur, les branlées mises aux autochtones ont plus tendance à se ressembler, encore que, oui, de la Smala Omdurman y avait un gouffre. Peu importe, là où on peut les lier, ces deux événements, c'est que dans ces mondes inconnus ou hostiles, nos ancêtres qui sont tombés dans des victoires ou des défaites n'ont plus bonne presse et qu'il faudrait idéalement sanctifier leurs assassins. Bon, je suis volontiers polémique sur le terme, mais vous comprenez l'idée. La guerre, on s'assassine dans le respect, bien sûr, du Jus in Bello. Alors, en une phrase, je le dis, ce passé colonial que l'on tente un petit peu de tordre en tous sens et qui, aujourd'hui, moins que jamais, est accepté tel qu'il est, on souffre. Si l'on voulait qu'il passe, il y aurait sans doute qu'un seul moyen, ce serait, à défaut de le glorifier, au moins de l'assumer, en tout cas, à tout le moins l'assumer dans sa dimension glorieuse aussi, pas seulement dans ce qu'il charrie de trouble, puisqu'il ne s'agit pas de dire que c'était parfait non plus comme entreprise de domination. Et ça ne veut pas dire non plus le faire de façon primaire, mais considérant que jusqu'à la fin des temps, il y aura des descendants de colons et de colonisés, que ce soit réel ou une construction de l'imagination de l'individu, en faire une faute morale, très clairement, n'améliore pas la situation matérielle des seconds. Ça ne sert qu'à entretenir un ressentiment assez injuste pour un préjudice qui n'a pas été subi, puisque les concernés sont tous morts depuis longtemps. Et ça ne sert qu'à dégrader l'estime de soi des premiers en les privant d'une histoire bien assez glorieuse de leurs ancêtres et en les rendant coupables d'actes qu'ils n'ont jamais commis. Bref, passons à l'histoire, trêve de bavardage. Comme il y a 2 semaines, nous allons classer 10 batailles. Alors, comme d'habitude dans ce classement, hop, il faut que je mette salut Orites. Il faut que je mette, hop, le diaporama, voilà, et que je fasse la transition,
puisque nous allons commencer par la bataille de Bembezi le 1er novembre 1893 au centre-ouest du Zimbabwe, comme vous le voyez, et qui oppose les Anglais aux Ndebele. Donc on commence en fanfare avec une bonne branlée, on est en plein dans ce Scramble for Africa, hein, la conjonction délicieuse du public et du privé pour la prévarication territoriale. Et puis encore, on est chez les Anglais, hein, les éternels démons du capital, donc 2 fois diable. En gros, la British South Africa Company, qu'on abrégera en BSAC, la société de Cecil Rhodes, qui est le grand homme politique et d'affaires du Cap, dispose d'une charte royale sur une partie du territoire de ce qui est aujourd'hui le Zimbabwe et va envoyer des colons avec bien sa police privée. Ce sont des terres qui sont contiguës au royaume Ndebele, qu'on appelle aussi le Matabeleland, peuple Ndebele issu de la migration d'un lieutenant de Shaka et qui a peu ou prou massacré les communautés locales d'autochtones. Vous avez ici la carte et vous avez le Matabeleland qui se situe en bas à droite. En fait, pour faire simple, c'est un peuple zoulou qui rapine et massacre les Shonas autochtones, zoulous qui sont arrivés, comme vous le savez ou pas, dans le cadre du Mfecane, qui est ce gigantesque génocide africain par les Bantous. Territorialement, le Matabeleland, c'est en gros, si je fais pas d'erreur, la moitié ouest du Zimbabwe actuel. Et nos amis anglais impérialistes, ils sont excités, comme ailleurs, par les rumeurs de gisements, notamment d'or. Encore une fois, calmons les cris de colère des militants africanistes, les Anglais feront la même chose avec les 2 républiques bourgs peuplées de blonds aux yeux bleus. Rhodes et son consortium minier ne viennent jamais quelque part au hasard. Donc le roi des Ndebele va essayer d'éviter les affrontements, va accorder des concessions en échange de paiements et de fusils, et se voit un petit peu forcer la main par l'occupation armée de certains points. Bon, tout cela, il peut le tolérer, mais lorsqu'un de ses vassaux se déclare tributaire des Blancs, il est obligé de réagir et va tuer tout le monde. Alors je rigole, il réagit de façon plus mesurée que d'habitude, dans les coutumes locales, c'est-à-dire tuer tout le monde, sauf les hommes en âge de se battre et les femmes en âge de procréer, qui sont simplement enlevés. Ce sont les gentils. Vous voyez un de ces gentils en question. On est, exactement comme avec les Zoulous d'ailleurs, sur le territoire britannique quand les Ndebele attaquent, et donc en gros, on a la conjonction du motif de l'intervention tout trouvé et de l'envie de le faire vite et fort dans l'optique de la domination coloniale, puisque l'on sait que ce peuple belliqueux peut réunir quand même une vingtaine de milliers d'hommes. Les 2 guerres d'ailleurs, anglo-zoulou ou contre les Ndebele, sont assez similaires, et donc en 1893, on est arrivé au point de non-retour entre la BSAC et le royaume local. Donc Jameson, l'homme du raid futur, et Rhodes, l'homme du raid futur, le raid de Jameson dont j'avais parlé dans la foire aux livres sur les guerres anglo-zoulou, ont donc leur casus belli. Et en octobre 1893, les forces de la compagnie, 700 hommes en 3 colonnes avec une poignée de pièces d'artillerie et de mitrailleuses, se dirigent vers la capitale du roi Ndebele, Lobengula, pour le contraindre à la soumission. Bon, ils viennent aussi avec des supplétifs, mais ils comptent pas. On a une première bataille sur la rivière Shangani, où les 6000 guerriers Ndebele se font faucher comme l'herbe et perdent 1500 hommes contre 4 Anglais. Ça commence donc pas bien, mais ça n'empêche que le roi décide d'intercepter dans une embuscade les Blancs sur la rivière Bembezi, sous-estimant encore une fois la puissance de feu des arrivants, et vient donc cette bataille de Bembezi le 1er novembre 1893. La colonne de la BSAC compte 672 hommes, avec quelques centaines d'auxiliaires natifs, et c'est surtout l'appui-feu, 5 mitrailleuses Maxim et 3 canons à tir rapide, plus 2 conventionnels, qui vont taper dur. En face, on a entre 5000 et 8000 guerriers, l'élite du royaume, avec une organisation et une tactique qui est complètement similaire aux Zoulous, ce qui est logique puisqu'ils en sont eux-mêmes, avec seulement 1 millier de ces hommes qui sont armés de fusils. À 11h30 du matin, les Anglais forment l'habituel lager, le cercle de convoi, de chariots, entourés à moins de 500 mètres par les Ndebele qui n'ont pas été détectés.
Malheureusement pour eux, l'embuscade va échouer, on va aller vite, et se transformer en un assaut général à 12h50. Et ma foi, mon Dieu, que les Africains vont avoir un sale repas de midi. Ils vont foncer sur un camp retranché et se faire découper par les mitrailleuses qui tirent comme à la parade sur une formation ultra dense. Et malgré les charges répétées, courageuses pourrait-on dire, folles des Ndébélé, l'engagement ne dure que 40 minutes avant qu'ils ne s'enfuient. Les Britanniques ont 1 mort et 8 blessés, la poursuite est limitée puisque les Rosebifs n'ont pas forcément envie de s'engager dans le Veld après avoir mis une tôle à l'ennemi, et les pertes Ndébélé ne peuvent pas être quantifiées puisque les guerriers ont emporté beaucoup de morts et de blessés. Il est probable, en tout cas on l'estime, qu'ils aient perdu 2000 à 2000 hommes en 40 minutes. La résistance est brisée, la capitale Bulawayo est occupée le 4 novembre 1893 et l'autorité royale s'effondre. On avait parlé il y a 2 semaines d'Omdurman, ici aussi on est au pinacle de la domination militaire coloniale, à l'inverse de 15 ans plus tôt et de ce que les Anglais ont connu à Isandlwana, et la guerre contre les Zoulous en général. Cette fois, la domination technologique est tellement écrasante qu'un résultat comme ceux qu'ils ont pu connaître devient impossible. Le feu dévastateur transforme ce qui était une simple asymétrie en un gouffre complet. Alors, ce sera compensé plus tard par la guérilla et puis un armement quasiment équivalent chez le dominé, mais il faudra attendre encore un peu et d'autres guerres. Pour le moment, c'est vraiment la faille de San Andreas, son terrain ouvert. Donc, le Matabeleland est annexé, le territoire va se transformer avec la pluie de colons. Mais on aura tout de même une seconde guerre 3 ans plus tard pour en finir. Seconde guerre qui donnera d'ailleurs naissance au scoutisme de Baden-Powell qui s'y trouve. Peu importe, passons là-dessus. Alors, la postérité de cette bataille avec la transformation que vont connaître l'Afrique du Sud et le Zimbabwe par la suite, et donc la fin du pouvoir, disons, blanc, cette postérité est limitée, ça reste une branlée totale. Je vais la mettre, alors je retire, hop, le diapo, tac, on fait comme ça. Je vais la mettre quand même un rang en dessous d'Omdurman et de Blood River parce que c'est assez similaire au niveau des résultats, mais je trouve que ça a un peu moins d'impact sur l'histoire par rapport à la seconde où vraiment ça signifie l'installation des bourgs sur un nouveau territoire, et c'est moins vertigineux quand même au niveau des chiffres que la première, donc second rang, à ne pas complètement sous-estimer non plus, hein, c'est un massacre. Si on ajoute les 2 batailles dans cette guerre, c'est 3500 pertes à 13, tout est pour tout, donc voilà, même si tout ne se réduit pas aux chiffres, ça a quand même du sens en l'espèce, et ma foi, ça reste une bataille qui est une déroute pour nos amis, j'allais dire autochtones, mais ils ne sont pas autochtones, premier envahisseur du territoire face aux autochtones. Alors, on continue, hop, on change d'endroit, mais l'on reste sur le même continent, puisque nous allons parler de la bataille de Moulfilo. Alors, sur la carte, le lieu est un peu hasardeux, puisque c'est impossible de le retrouver, malgré mes recherches. Bataille qui se déroule le 27 août 1907, au sud de l'Angola, comme vous le voyez, et qui oppose les Portugais aux Ovambo. Alors, nous avions déjà parlé une fois des Portugais pour les désastres coloniaux. Il n'y a pas de raison que l'on ne reparle pas d'eux ici, puisque après tout, ils ont quand même une histoire qui compte en la matière. On est exactement dans le même cadre que la précédente bataille. C'est la revanche en fait du désastre précédent. Je fais avec ce que je trouve. Bien, donc, comme je l'avais évoqué l'année dernière, après la conférence de Berlin et un dessin un peu plus ferme des frontières de chacun dans la zone, eh bien, les Portugais décident qu'il est temps de sécuriser leur proie face aux Anglais, Belges et autres Allemands, hein, dans ce temps où chacun veut sa part du gâteau. Parce que bon, dans cet Angola, ils sont présents à Luanda depuis 1575, mais dans le fond, ils ont jamais vraiment poussé plus loin la chose. Le plan à la base, que vous voyez là, la carte rose, c'était de relier l'Angola au Mozambique, mais bon, ça ne se fera jamais puisque ça reste le Portugal. Ils vont commencer lentement leurs travaux, sécuriser l'intérieur des terres et difficilement le sud de l'Angola face aux Ovambo.
Et donc se place dans ce contexte ce dont nous avions parlé l'an dernier, la défaite portugaise de Vão de Pembe, alors qu'en plus c'est la lutte territoriale avec l'Allemagne, hein, qui est au sud en Namibie, pour s'approprier la zone et soumettre les locaux. Et donc après cette bataille, pendant 3 ans, la puissance coloniale portugaise ne s'aventure plus dans la zone. Bien entendu, elle compte tout de même prendre sa revanche, et cette fois, nos amis portugais vont décider de mettre un petit peu le paquet pour se débarrasser du problème. Vão de Pembe, dont on avait parlé, avait été une défaite pour une armée portugaise alors de 500 hommes, prise par surprise, qui avait lancé en plus un assaut c'est déplorable contre un ennemi 10 fois plus nombreux. Cette fois, on va essayer de ne pas faire la même erreur, on prend plus de 2000 hommes, 1240 soldats portugais, 900 auxiliaires, des officiers, des types qui traînent aussi par là, et on renoue avec bien cette tactique éprouvée du carré pour détruire les vagues ennemies. On prend bien entendu des mitrailleuses, des canons, et on retourne au sud de l'Angola. On prend même un train, on va même construire quelques rails pour la logistique. Donc les Portugais partent le 26 août, dans la forêt, avec les sapeurs qui ouvrent la voie. Le lendemain, les Ovambos sont repérés, et les Portugais se positionnent dans la plaine de Mulfilo, qui est une plaine herbeuse de quelques kilomètres carrés, entourée par la forêt, dans des positions qui n'ont pas vraiment le temps de fortifier correctement. Vous voyez ici l'armée portugaise en opération en Angola. Donc on va se positionner en carré pour protéger bien entendu le train de bagages. On va positionner l'artillerie et les mitrailleuses en coin, la cavalerie sur les flancs, et aux abords, on a des milliers de guerriers qui les attendent. Alors comme d'habitude, en tout cas très souvent, leur nombre est inconnu, impossible à savoir, hein. Les Portugais parleront de 15 000 à 20 000 ennemis, alors disons 15 000, hein, c'est pour être gentil avec les Portugais, hein, ils pouvaient bien être 2 fois moins, on n'en sait rien. Ce que l'on sait, c'est qu'une large partie sont armés de fusils modernes procurés par les Allemands, hein, qui cherchent à s'implanter aussi dans la zone, et vont donc conduire un feu soutenu dans la brousse, assez imprécis quand même, et en plus sous le feu continuel de l'artillerie portugaise. Et bien, le reste de l'armée, c'est le guerrier traditionnel de contact. Beaucoup de ces hommes Ovambo vont charger à courte distance, abrités par les herbes denses de la plaine, réussissant notamment à emporter une batterie d'artillerie avant que les dragons montés, qui vont être cruciaux, ne parviennent à stabiliser la situation. On va avoir des combats qui vont se poursuivre sur la journée, les Portugais voient lentement diminuer leurs munitions et augmenter leurs pertes, et l'ordre est donné par le chef portugais Alves Roçadas de lancer une charge de cavalerie contre l'ennemi sur le flanc droit, et le deuxième escadron de dragons par la forêt va parvenir à faire plier les Ovambo à la pointe de la lance et va briser complètement l'encerclement à 17h alors que la nuit commence à tomber. Vous avez ici on se croirait en Indochine, mais non, c'est une photo de l'armée portugaise en 1907 en Angola. Le combat a duré 7h30 dans la fournaise totale d'une plaine sans ombre. Les Portugais comptent finalement 15 morts et 50 blessés, et il est absolument impossible de savoir combien de Ovambo ont été tués. Beaucoup, des pelletés, mais on ne sait pas combien. Par contre, la bataille n'a rien réglé. Si Vão de Pembe a été vengé, bien d'autres batailles vont encore avoir lieu dans l'année, et la conquête demeure fragile malgré la domination acquise, puisque sitôt la Première Guerre mondiale déclarée et les premières victoires allemandes obtenues dans la zone, les Ovambo vont reprendre le sentier de la guerre pour se faire définitivement écraser en 1915. Alors, hop, on fait la transition. Alors, avant-dernier rang, hein, voilà, merci aux Portugais d'avoir participé. Ça reste une bataille moyenne dans une campagne assez médiocre, aux effets limités, mais bon, c'est une branlée quand même. C'était attendu, en même temps on parle des victoires coloniales, voilà, donc soit on la classe, mais la bataille en tant que telle n'a rien d'exceptionnel et n'a pas de conséquences transformant complètement la situation dans la zone. Voilà pour cette dernière. Alors, hop, on va changer cette fois complètement de continent, puisque nous allons parler de la bataille de La Loma, le 16 juillet 1865, dans le Michoacán, au centre du Mexique, et qui oppose les Belges à la République mexicaine. Alors, même chose que pour Cameron, certains pourront éventuellement douter du caractère colonial de l'expédition du Mexique, ça n'est pas inexact.
En appliquant la définition avec rigueur, on pourrait en décider autrement, mais ceci étant, on est dans une guerre lointaine, à une époque qui correspond, avec une atmosphère quand même assez proche. Et puis si on l'a fait pour les désastres, parfois on peut le faire aussi pour les victoires, sans parler du fait que ça permettait aussi d'évoquer un peu la Belgique. Sinon, ce sont pour eux des combats inconnus et glaireux au fin fond du Congo contre, au mieux, des esclavagistes musulmans dans des villages où les gens sont plus ou moins couverts de mouches. C'était beaucoup moins intéressant. Alors allons-y pour le contexte. Je sais plus franchement ce que j'avais dit à l'époque de la vidéo sur les désastres coloniaux, mais de toute façon je ne vais pas rentrer dans beaucoup plus de détails. L'idée, c'est que le Mexique du temps est un bordel sans nom. C'était un bordel sans nom, ça en est toujours d'ailleurs. Qui est très endetté auprès des puissances européennes, qui prend un petit peu trop de temps pour les rembourser, et qui est en plus une république très anticléricale qui fait face aux éléments conservateurs. Alors il y a de nombreuses raisons qui expliquent notre intervention, certaines sont avérées, d'autres sont murmurées, et aucune n'est franchement une bonne raison justifiant de s'être fourré là-dedans et d'y avoir envoyé 40 000 hommes. Comme d'hab, c'est à nous que ça va coûter du pognon. Ceci étant, le Mexique n'étant pas l'Afrique, l'historiographie locale n'y voit plus, c'est vrai, une intervention coloniale des méchants européens, mais plutôt, et c'est d'ailleurs le cas, une extension des troubles internes du Mexique au plan international, et un conflit où une bonne partie du pays est divisée, conflit dans lequel la France est un acteur certes étranger, mais un acteur comme un autre. J'en dis pas forcément plus parce que je pense que je m'en occuperai un jour en vidéo historique si je continue les vidéos quelques années encore, ce qui n'est pas forcément une certitude non plus. Néanmoins, fin 1861, on se lance dans l'expédition. Alors, au global, ça va bien se passer un moment, et puis l'Empire mexicain est finalement trop faible, hein, ça tient pas debout, on se barre, nous, fin 1865, avant que la guerre ne se termine, 2 ans plus tard. Mais ça n'explique pas pourquoi des Belges. Eh bien, des Belges parce que, tout simplement, des volontaires vont se former pour combattre, puisque la femme de l'empereur du Mexique, Maximilien, était Charlotte de Belgique, la fille du roi Léopold Ier, qui finira folle à l'issue du conflit, mais ça n'est pas ce qui nous préoccupe. Bon, l'idéologie c'est bien, le patriotisme aussi, la solde et les promesses de terre c'est mieux, on ne revient pas sur le sujet des volontaires. On en a parlé pour les Philhellènes, comme vous le savez, rien n'est tout blanc ou tout noir. On va avoir donc 1500 hommes qui vont partir là-bas, la moitié qui rentreront, alors tous sont pas morts, hein, il y a le lot de déserteurs et compagnie. Donc rapidement, quel contexte autour de la bataille ? Alors la Légion belge est chargée de pacifier l'état du Michoacán, donc, qui est un important point de résistance républicaine grâce à la nature du terrain, hein, très difficile, très accidenté, avec des forêts denses. Et quelques mois avant, en avril, cette légion avait été étrillée, c'est l'image, à Tacambaro, qu'elle devait reprendre, la localité étant située sur une voie de ravitaillement cruciale, et une colonne belge de 230 hommes y est entièrement faite prisonnière par 2000 Mexicains. Nous sommes donc au même endroit, quasiment exactement, quelques semaines plus tard, l'on a 700 Belges et 300 Mexicains du régime de Maximilien qui vont faire route vers Tacambaro à nouveau pour y déloger 3500 ennemis. Les Belges sont sous le commandement du colonel Van der Smissen, qui a pour particularité d'être réputé comme étant le père naturel de Weygand. Pour ceux que les potins princiers intéressent, et puis voilà, si ça vous passionne, vous irez regarder tout ça. Et c'est vrai que, d'ailleurs je l'ai mis, bougez pas, il y a une ressemblance physique entre les deux. Par contre, la coupe de cheveux moitié chauve, moitié échantillon de moquette arrachée, c'est non. Donc notre colonel Van der Smissen va diviser ses forces en plusieurs colonnes d'attaque, et elle se trouve en face de l'infanterie mexicaine, bien rangée sur les 3 collines de la Lomba. Alors armée mexicaine, infanterie mexicaine, c'est une troupe surtout de miliciens assez peu aguerris, des petits groupes indépendants, flexibles, mais qui ne se coordonnent pas vraiment. Donc les Belgeo-Mexicains descendent de leur position, vont prendre en 2 temps 3 mouvements Tacambaro. Le problème c'est que pour monter sur les collines de la Loma, il n'y a qu'une seule petite route qui longe un ranch dans lequel les troupes mexicaines ont pris position.
sur le mamelon gauche. Salut Dergos. Je vous ai mis ici une petite illustration, alors ça n'est pas le lieu de la bataille en tant que tel, c'est l'état dans lequel on se trouve et un petit peu la topographie à laquelle vont devoir faire face les Belges. Et donc plutôt que de réfléchir, parce qu'après tout ils sont belges, eh bien un assaut énergique va finalement tout emporter, pas de contournement, pas d'encerclement, on monte à l'assaut, on forme le carré et on boute les Mexicains hors de leur position. Le mamelon droit est pris à la baïonnette sans grande résistance, la cavalerie mexicaine qui se trouve derrière, sans support va faire retraite, puis eh bien, les Belges vont pivoter vers le centre, rejoints par les Mexicains impériaux. L'artillerie et l'infanterie ennemie vont n'opposer que peu de résistance et vont se débander, et à gauche, le ranch va lui aussi être pris à la baïonnette. L'ennemi est délogé de toutes ses positions, va se retrouver en déroute, et c'est une victoire totale pour les Belges après quelques heures de combat en terrain accidenté. Les rebelles républicains mexicains vont laisser 300 à 400 morts et plus de 150 prisonniers. Ils vont perdre surtout un matériel considérable, et du côté de la Légion belge, eh bien, peu d'hommes sont perdus puisque l'on compte 25 tués et blessés. Alors ceci étant, la victoire ne permet rien d'autre qu'une pause stratégique et puis la récupération des blessés de la bataille de Tacambaro. Elle ne change absolument rien au cours de la guerre. Ça ne fait que soigner l'orgueil belge matraqué quelques semaines plus tôt. Et dans la guerre au global, de toute façon, politiquement, ça n'allait nulle part. Et si tactiquement, les affrontements directs étaient à l'avantage des Européens, ça servait à peu de choses contre cette guerre d'usure qu'est la guérilla. Alors c'est une très belle victoire, j'enlève le diapo, c'est une très belle victoire dans un contexte très difficile, face à un ennemi, c'est vrai, en plus grand nombre et quasiment aussi bien armé, mais victoire sans aucune portée. Alors ça aurait pu être au second rang, je vais le mettre au troisième pour faire plaisir à nos amis belges. C'est une belle victoire, ça n'a pas d'impact stratégique, mais ajoutons un bonus belge. Voilà, il existera un bonus belge d'un cran pour faire plaisir à nos amis belges qui, ma foi, ont très peu leur place dans les différents classements militaires et historiques habituels. Hein, en même temps, ça s'explique assez bien, avec tout l'amour que l'on a pour les Belges. Bien, transition, je me permets de boire un tout petit coup, puisque comme vous le voyez, on retourne en Afrique, et ma foi, ça nécessite quand même de s'hydrater quelque peu. Donc nous sommes en Érythrée, nous sommes à Coatite, le 13 janvier 1895, donc dans ce Tigré érythréen, et dans une bataille qui va opposer les Italiens aux Éthiopiens. Alors, on avait vu Adoua l'an dernier dans les désastres coloniaux, et ma foi, le blason italien devait être redoré. Ça n'est pas avec la bataille de Chirachiat que l'on avait vu il y a 2 semaines qu'on pouvait le faire. Partant de là, Adoua, Chirachiat, on aurait pu avoir l'impression que le terrain africain avait été le tombeau de l'art de la guerre italien, le fameux. Ça n'est pas le cas, il faut replacer l'église au centre du village. Bien, alors, dans quel contexte sommes-nous ? Eh bien, plus ou moins dans celui d'Adoua, dans la guerre italo-éthiopienne qui se poursuit finalement peu ou prou pendant 10 ans avec plus ou moins de vigueur. Je pense qu'arriver à cette bataille après tous ces désastres, toutes ces victoires, le contexte africain est plutôt maîtrisé par vous, chers auditeurs, dans ces répétitions. Donc ruer vers l'Afrique, pour un pays, l'Italie, qui est encore un pays récent, qui a besoin d'une entreprise coloniale pour laquelle finalement l'Afrique de l'Est est parfaite, puisque c'est un secteur clé depuis l'ouverture du canal de Suez, et donc elle s'y installe officiellement en 1882, et donc de fait, les relations sont déjà tendues entre le nouvel arrivant et ceux qui sont déjà là. Et quelle Afrique, n'est-ce pas ? Surtout qu'on a parlé de l'Érythrée dans les dictateurs. Quel pays formidable. C'est d'ailleurs autant, dans le cas présent, une guerre coloniale qui doit avoir lieu pour des intérêts locaux, qu'une guerre nécessaire pour une Italie en crise interne républicaine et sociale. On aura l'occasion d'en reparler vaguement dans une autre vidéo. C'est un temps assez compliqué. Alors comme vous le savez,
terme, ça ne se passera pas comme prévu face à un adversaire qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est à son échelle dans les circonstances les plus favorables possibles pour affronter la puissance coloniale qu'est l'Italie. Donc, à cette heure, nous sommes encore en 1895 et Ménélique, qui au départ était soutenu par les Italiens, qui en profitent pour agrandir un peu leur territoire, a à ce moment-là le pouvoir fermement entre ses mains et a répudié le traité de 1889 qui régulait les relations entre les deux pays. Il compte clairement les évincer, c'est à qui prendra l'initiative en premier. Les Italiens sont donc installés dans leur colonie d'Érythrée, colonie qu'ils développent militairement et administrativement avec cette frontière sous tension. On va aller vite, c'est pas un cours non plus. Donc le Tigré, qui est contrôlé jusque-là par des seigneurs de guerre et des seigneurs tout court à la solde des Italiens, dont le Ras Mengesha Johannes, qui est le principal compétiteur de Ménélique, puisqu'il avait été à la base désigné comme successeur et a été évincé du pouvoir. Eh bien ce Ras va faire défection et va se soumettre à Ménélique, probablement parce que les Italiens ne cessent d'alterner leur soutien politique à l'un ou à l'autre. Enfin, en tout cas, voilà, les grands chefs viennent réclamer la clémence de l'empereur et Mengesha y obtient officiellement la couronne du Tigré, dans un pays qui est un pays féodal, largement décentralisé. Alors, c'est plus ou moins le début de la guerre. Et après des confrontations de petite ampleur, on a une révolte qui se déclenche en Érythrée, qui est rapidement écrasée. Je vous mets ici, hop, la formidable armée italienne. Donc le gouverneur du coin, le général Baratieri, qui est le futur perdant d'Adoua, va mobiliser ses forces contre le chef du Tigré, le Ras Mengesha, donc qu'il soupçonne d'avoir soutenu la révolte. On est d'abord dans une guerre locale. Donc révolte écrasée rapidement, comme j'ai dit, et Baratieri va faire ensuite route vers le Ras, se positionnant sur le point stratégique de Coatide. Les Italiens comptent un peu plus de 4000 hommes, alors on va dire 150 officiers et sous-officiers du pays, le reste sont exclusivement des Ascaris, donc les supplétifs locaux, 3 bataillons, 2100 hommes et 700 irréguliers accompagnés de 4 canons. En face, fatalement, les Éthiopiens sont beaucoup plus nombreux, plus de 15 000 hommes, dont les 2 tiers armés de fusils, et ce sont les Italiens qui, exactement comme à Adoua d'ailleurs, vont prendre l'initiative de l'attaque. Donc l'avance va se faire en 3 colonnes et à 6h du matin, la petite artillerie italienne va ouvrir le bal dans une attaque surprise où, bien pour une fois et au début, les locaux sont très mal positionnés et ne s'attendent absolument pas à voir l'ennemi leur débouler dessus. Néanmoins, étant beaucoup plus nombreux, ils contre-attaquent, ils décident de les contourner, profitant de leur supériorité numérique, et le flanc gauche italien est débordé et presque encerclé. Les Éthiopiens sont à 2 doigts de couper le dispositif italien malgré l'envoi de toutes les réserves et les positions vont tourner petit à petit sous couvert de l'artillerie et des multiples charges à la baïonnette de nos amis Rital. Elles tournent finalement tellement ces positions que l'état-major de Baratieri est presque capturé, on a 3 de ses 8 membres d'état-major qui sont tués par les Éthiopiens. Mais néanmoins, à terme, au fur et à mesure de la bataille, les troupes coloniales vont parvenir à manœuvrer pour changer de front le dispositif défensif et vont rétablir des positions solides qui vont briser l'ennemi. Alors, les Italiens sont parvenus à surprendre leur adversaire qui a tenté une contre-attaque repoussée et qui doit donc in fine se replier. Les Italiens comptent 100 morts et 200 blessés, contre au moins 1500 morts et 3000 blessés pour le Ras Mengesha du Tigré. Son armée est détruite, d'autant plus que la bataille est suivie le lendemain par une déroute équivalente à Sénafé avec le même résultat. Et le Tigré peut donc être occupé par les forces italiennes qui ne peuvent pas poursuivre plus loin du fait de lignes d'approvisionnement déjà trop étendues dans un environnement que vous imaginez bien difficile. Et puis malheureusement pour ces forces italiennes, on sait aussi comment ça va se finir l'année suivante. Alors, classons tout ça, hop, transition. Alors, au global, je vais mettre, la bataille au milieu, pareil, il y a eu un biais belge, assumons un biais italien. Les tier lists n'ont pas vraiment de sens et de précision non plus. Voilà, c'est une grande victoire tactique au sein d'une campagne globale qui va finir en déroute. D'ailleurs, les 2 notions sont probablement liées, puisque une telle victoire a très certainement encouragé un expansionnisme accéléré et quelque peu aveugle face aux forces adverses de nos amis italiens et du général Baratieri.
Voilà, hop, je remets le diapo, et nous restons bien entendu en Afrique, l'Afrique la plus noire, puisque nous allons parler cette fois de la bataille d'Achukpa le 20 avril 1890, au sud, comme vous le voyez, du Bénin actuel, et qui oppose les Français aux Dahoméens. Alors pourquoi j'ai mis une carte d'un autre type, je ne sais plus, mais peu importe, on s'en fout. Alors ça faisait longtemps que l'on n'avait pas parlé de la France. Il faut un peu varier les plaisirs et savoir partager la gloire. Hein. Voilà, nous sommes magnanimes avec les pays médiocres qui nous entourent, sauf l'Italie bien sûr, qui est un pays glorieux. Mais c'est vrai que j'aurais pu parler un peu plus de la France, bon peu importe. Alors dans quel cadre sommes-nous ici? Eh bien nous sommes dans le cadre de la première guerre du Dahomey en 1890, qui oppose les Français et leurs alliés au royaume de Béhanzin, le Dahomey, l'un des rares États ouest-africains encore indépendants à l'époque. Hop, je vous mets, bougez pas, voilà, le magnifique royaume d'Abomey, hein, qu'on appelle nous Dahomey, peu importe. Il apparaît au XVIIe, qui devient un royaume prospère, hein, fondé bien entendu sur le commerce des esclaves, hein, puisque à la moitié du XVIIIe, on estime qu'ils en vendent 9000 par an, hein, no comment. Bien entendu, c'est les Européens qui y mettront fin. Bon, vous connaissez l'histoire. Et donc le contexte global, bien vous l'avez compris, c'est toujours la ruée vers l'Afrique. La France est installée en de nombreux endroits, dont la côte de l'actuel Bénin. Bon, elle s'y était installée depuis longtemps, mais vous comprenez qu'à l'époque, avant cela, l'ambition n'est pas encore le partage de l'intérieur des terres. Ça n'a pas d'intérêt. Donc là, on a un des principaux États d'Afrique de l'Ouest, hein, le royaume susnommé, et bien au début, comme à chaque fois, tout se passe bien, on est très copains. On a un traité d'amitié qui est signé en 1851, et malheureusement, bien fatalement, on va avoir un certain nombre de contentieux qui vont apparaître. Qui contrôle quoi en gros au fur et à mesure qu'augmente la puissance européenne et sa présence militaire, et que se mettent sous sa protection des chefs locaux, ou bien que des problématiques territoriales et économiques apparaissent. Hop, je vous ai mis ici les fameuses Amazones de Dahomey. Hein, j'ai bien fait attention à ce qu'elles soient habillées pour ne pas avoir de problème. Voilà, donc vous faites face plus ou moins à des mamas de 90 kilos qui vous chargent avec des épées. Ça vous changera pas de votre vie si vous vivez en région parisienne. Donc, la situation se dégrade jusqu'à ce que le Dahomey attaque encore une fois un village d'un autre royaume, le royaume de Porto Novo en l'occurrence, sous protectorat et protection française. Et donc c'est parti pour la guerre qui s'ouvre avec la bataille de Cotonou le 4 mars, où des milliers de guerriers vont tenter de forcer les fortifications et vont être repoussés après plusieurs heures de combat et prendre la raclée habituelle en conséquence. Donc nous en sommes là, et en avril, l'armée du roi Béhanzin va marcher vers Porto Novo pour la seconde fois et va s'établir à quelques kilomètres de la ville, dans une position stratégique de façon à menacer les troupes françaises et à bloquer leur éventuelle avancée au sein du royaume. On a 350 hommes de troupes français, alors troupes de marine et de tirailleurs sénégalais, qui vont s'acheminer de la ville, accompagnés de 500 guerriers locaux et de 4 canons. À 7h30 du matin, les guerriers locaux qu'on a envoyés devant, hein, on n'est pas fous, vont tomber dans une embuscade devant le village d'Achukpa et vont se débander instantanément après avoir perdu 8 hommes. Donc autant dire qu'on n'avait peut-être pas eu tort de les foutre tout devant, sachant qu'ils tenaient pas la route. Vous avez bien entendu les éternelles images d'Épinal, hein, voilà, combat d'Achukpa, alors en plus de ça il est mal écrit mais peu importe. Et puis la description physique des hommes du roi Béhanzin qui ressemblaient absolument, mais alors pas du tout à ça, on dirait plus ou moins des espèces d'incas, mais bon, peu importe. Donc l'armée du Dahomey, entre 8000 et 10 000 hommes, qui va être encouragée par cette fuite des supplétifs, va commettre l'erreur de charger à la poursuite des fuyards, et là, le chef français, le colonel Thérillon en l'occurrence, va mettre toutes ses troupes en carré qui vont démantibuler les charges des guerriers et autres Amazones. La puissance de feu française va les dévaster totalement pendant 1h30. Hein, voilà, c'est une branlée complète, il n'y a que sur l'internet béninois qu'on vous dira que c'était un dur combat. Ça n'est pas le cas. Et donc constatant que
Eh bien, ces pauvres hommes et femmes se font ramoner, le roi Béanzin va décider de contourner l'adversaire et d'incendier Porto Novo, mais les Français voient la manœuvre, vont se déplacer parfaitement pour intercepter le détachement envoyé qui va subir le même sort. Le combat dure encore 1 heure avant que les troupes dahoméennes ne se retirent. C'est un massacre. Les troupes proprement françaises, sans compter ces supplétifs, métropolitaines et coloniales, disons, n'ont aucun mort, seulement quelques dizaines de blessés, tandis qu'en face on compte 1500 morts et blessés. Et finalement, quelques mois plus tard, le Dahomey va signer un traité reconnaissant le protectorat français, bien sûr, sur la zone. Ceci étant dit, la bataille ne règle rien de spécial puisque le royaume africain n'a pas été abattu. Tout le monde sait qu'il y aura un second conflit qui sera provoqué encore une fois par les incursions dahoméennes sur le protectorat colonial, et il faudra une seconde guerre de 1892 à 1894 tout aussi catastrophique pour que le Dahomey soit intégré à l'orbite française. Alors bien entendu, en aparté d'ailleurs, je vous conseille la lecture de ce qu'on en dit dans les pays concernés, par ces défaites c'est assez drôle en général, et ici en particulier, ce serait presque effrayant si on ne savait pas que l'Afrique est un continent parfois fantasque, mais en tout cas les propos qui sont tenus ont tendance à transformer cette bataille par rapport à ce qu'elle a été réellement. Mais bon, j'imagine que quand vous prenez branlée sur branlée à 30 contre 1, il faut trouver un lot de consolation et se dire que ça a été un combat bien difficile pour le colonisateur qui s'est en effet fatigué à tuer des centaines de personnes, et qui a dû effectivement être très fatigué et bien dormir le soir, peu importe. Alors, pour le classement, hop, je propose voilà, ça fera un beau dessin, là on va la mettre au milieu aussi. C'est une immense victoire de plus, voilà, les conséquences stratégiques sont quand même assez limitées, mais voilà, c'est la France, donc ma foi c'est toujours glorieux, c'est comme ça. Mais effectivement, après le bonus belge, le bonus italien, on aura droit au bonus français aussi. Ça mérite. Quand je vois celles qui sont en dessous, ça n'est pas pire. Bon, on pourrait la reculer d'un rang, mais ça n'est pas très grave. On n'est pas ici pour être précis et faire office de frappe chirurgicale. Ah, nous changeons de continent. Formidable. Formidable. Voyageons un peu, puisque nous allons atteindre le sous-continent indien, en tout cas ses limites, puisque nous allons parler de la bataille de Sobraon le 10 février 1846. Alors, c'est dans le Pendjab, donc entre Inde et Pakistan, en l'occurrence on est plutôt au Pakistan, peu importe, et cela oppose la Compagnie des Indes orientales à l'armée sikh. Donc on recule un petit peu dans le temps et puis on change de continent. On avait parlé déjà dans la vidéo sur le colonel sombre du contexte du 18e, dans le sous-continent, qui aboutit à une domination anglaise affermie mais pas encore totale. Et nous sommes ici donc un demi-siècle plus tard, et ma foi, les appétits britanniques, bien entendu, ne se sont pas calmés. Alors à l'époque, l'Empire sikh, je vous le mets là, hop, voilà, qui s'est constitué à la toute fin du 18e sur les ruines de l'Empire moghol, peu ou prou au Pendjab et Cachemire actuel. C'est un des derniers états indépendants du sous-continent indien. D'ailleurs, je ne me répands pas sur le sikhisme, qui est une religion très récente que je ne connais absolument pas du tout, j'ai rien à en dire, c'est bien malheureux. Et donc de fait, étant un des derniers états indépendants, la Compagnie des Indes orientales doit en finir avec lui fatalement. Alors comme d'habitude au début, bien sûr les relations se maintiennent, les Britanniques n'ont pas de casus belli tout simplement, et puis le Maharaja essaye de préparer ses troupes, Ranjit Singh, le Maharaja en question, qui meurt en 1839 malheureusement pour lui, et son royaume va sombrer complètement dans une anarchie successive. Un pays d'ailleurs qui est... que je ne connaissais absolument pas du tout, j'ai lu un petit peu, c'est une espèce intéressante de semi-démocratie populaire et militariste fondue dans un royaume, c'est un cas d'espèce très sympathique, mais bon c'est trop éloigné de mes connaissances, et puis en plus c'est pas à l'occasion de ce genre de vidéo qu'on a le temps de creuser la chose, on est là pour parler bataille. Bon en tout cas c'est un bordel sans fin, et en face les Britanniques en profitent pour conquérir les voisins et resserrer un peu leur emprise. Très sympa la ville de Zob, t'as vu ça? Quand t'habites à Zob, effectivement, faut surveiller tes arrières, toujours. Ma foi, c'est comme ça, la toponymie locale. Sans parler de quand tu géoguesses le coin, où t'as carrément l'odeur qui sort de ton écran.
Donc armée sikh, qui compte quand même 100 000 hommes, des centaines de pièces d'artillerie, de la cavalerie, alors dans un mix d'armées régulières et de levées nobiliaires féodales, mais elle n'est pas parfaitement standardisée et équipée, c'est une force qui compte quand même, malheureusement pour elle, dirigée par 2 généraux principaux qui sont soldés par les Britanniques en sous-main, bien entendu. En face, les 10 Britanniques peuvent rassembler pour la campagne 30 000 hommes, alors une partie d'unités régulières, hein, l'élite, quelques troupes européennes de la compagnie, et enfin bien sûr les troupes indigènes, les Sipais, qui constituent l'immense majorité en fait. Bon, suite à l'état de tension, on a des relations diplomatiques qui sont rompues, et les Anglais vont utiliser le déplacement d'une armée sikh dans une zone contestée de la frontière pour déclarer les intentions hostiles de l'adversaire et la guerre. On s'emmerde pas, on dit que c'est l'autre qui a déclaré la guerre sans la déclarer. Le front principal va se situer autour de Lahore, hein, la capitale, et on va avoir un certain nombre de batailles importantes entre décembre 1845 et février 1846, qui se passent plus ou moins bien, mais qui sont toutes des victoires britanniques, et nous en arrivons donc à Sobraon. Alors, les batailles précédentes, comme je l'ai dit, avaient été remportées, parfois difficilement, mais le moral est bon côté anglais. Les Sikhs, de leur côté, ont établi donc une tête de pont à Sobraon, de l'autre côté du fleuve Sutlej, et attendent leur adversaire avec un problème principal. Le campement de leur armée n'est relié au territoire du Pendjab que par un fragile ponton de bateau. Je vous mets le plan de la bataille. Donc les Anglais arrivent sur place et le 10 février, une fois le brouillard levé, les 35 canons et obusiers lourds vont ouvrir le feu, absolument sans effet. Et une fois arrivé à court de munitions, le commandant des Britanniques, Sir Hugh Gough, réputé pour ses tactiques frontales, aurait poussé un soupir de soulagement et prononcé cette phrase qui restera célèbre, mais qui n'a pas non plus franchi les frontières avec une célébrité limitée. Mais une phrase formidable, je vous la cite, « Dieu merci, je vais les attaquer à la baïonnette ». Les troupes britanniques vont donc lancer d'abord une attaque de diversion et mener le front principal sur la droite du front sikh où les défenses de sable étaient les plus faibles. Formation connue bien entendu sur trahison d'un général de l'armée sikh impayé, comme je vous l'ai dit. Néanmoins, l'attaque va être repoussée après des combats assez furieux. Le général britannique qui mène la charge va tomber. On va avoir des blessés anglais qui vont être achevés, ce qui va tendre un petit peu nos amis d'Albion et qui vont être un petit peu moins enclins à la compassion par la suite. L'assaut va être renouvelé sur toute la ligne de front qui va être percée en plusieurs parts. Le flanc droit est enfoncé, la cavalerie britannique va s'y ruer avec l'artillerie à cheval pour tourner le centre sikh. Et c'est à ce moment-là que, peu importe la cause, trahison ou poids des soldats en retraite, hein, sachant qu'on a eu des pluies diluviennes durant plusieurs jours avant qui avaient entraîné une crue du fleuve, malheureusement le pont de bateau sur les arrières de l'armée sikh va s'écrouler, ce qui piège tous ces soldats sur la rive est. Et donc ces derniers vont soit s'échapper à la nage, soit se battre jusqu'à la mort, hein, coupés, hachés, menus par le feu de l'artillerie britannique, et la bataille va s'achever en boucherie. L'armée sikh déplore entre 5000 et 8000 tués et blessés, contre environ 2500 côté britannique. Ah, mais l'équilibre entre tués et blessés n'est pas le même dans les deux armées, hein, les Anglais ont seulement 300 morts. Ah, et puis... il faut dire qu'ils ont eu la tendance, après ce premier assaut manqué, à ne pas faire de prisonniers en rétorsion de ce qu'avaient fait les Sikhs un peu plus avant. Donc les premières unités britanniques vont traverser le fleuve le soir même, se trouvent à 50 km de Lahore, qui est donc la capitale du royaume sikh, et c'est la reddition. Par le traité de Lahore, les Sikhs vont céder une partie de leur territoire, vont être astreints à une forte amende et vont accepter la présence d'un résident britannique dans la capitale et de ses subordonnés dans la plupart des grandes villes. Enfin bref, tout ça est sans importance. Ce qui compte, c'est que dans les faits, la compagnie prend le contrôle du gouvernement, contrôle qui n'est pas définitif puisqu'on aura une seconde guerre anglo-sikh par la suite, qui sera encore plus dure que la première. Donc dans le fond, une victoire assez marquée, qui n'a pas changé non plus le cours d'une guerre qui était sans doute déjà gagnée, et qui n'a pas empêché non plus qu'on en ait eu une seconde 2 ans après. Mais voilà, grande victoire, pertes importantes quand même, victoire en plus en payant les chefs adverses. Hop, je vais enlever le diaporama.
Donc, eh bien, je propose un classement, et de toute façon, je suis le maître des lieux. On va la mettre... allez, on va équilibrer un petit peu, on va la mettre au second rang. Ça me paraît pas mal de toute façon, encore une fois, voilà, ça a la précision d'une frappe israélienne, hein. Parfois ça tombe sur un ennemi, parfois ça tombe sur une école, c'est comme ça. Mais je pense que ça ira très bien dans cette position, et ça équilibrera un petit peu les choses, puisque nous restons sur le même continent, et nous allons parler de la fameuse bataille de Mukden du 20 février au 10 mars 1905, alors près de l'actuel Shenyang, hein, au nord-est de la Chine, et qui oppose, comme vous le savez j'imagine, les Russes aux Japonais. Alors ici, plus encore qu'ailleurs, on pourrait sans doute discuter du caractère colonial de la chose. C'est vrai, mais en même temps, il fallait rendre aux Japonais ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur propension à imiter les Européens du temps. Et peut-être que l'on reparlera aussi de cette guerre un jour, voilà, peu importe. Mais c'est vrai, on est peut-être un peu plus sur la guerre de deux puissances en rivalité territoriale sur un territoire tiers que nos batailles habituelles entre un dominant et un dominé colonial. Donc bon, j'en ai bien conscience, mais même si j'avais pris une bataille de Chinois contre les Japonais, on aurait eu des personnes pour en discuter le caractère colonial. Ce que je comprends parfaitement d'ailleurs, mais il n'y a pas de grande différence à ce que ce soit les Anglais ou les Japonais qui viennent taper des Chinois. Alors c'est vrai que si c'était dans le même contexte de les Anglais contre les Russes, on n'aurait pas parlé de bataille coloniale, mais voilà, je voulais aussi un petit peu transformer la chose. À mon avis, le but subordonne tout, même les acteurs, c'est la même chose pour la guerre italo-ottomane, ce sont quelque part deux puissances coloniales sur un territoire colonial. Et puis bon, la plus grande bataille avant la Première Guerre mondiale, il fallait quand même en parler, puisque Mukden a une ampleur inconnue jusqu'alors. Puisque, petite anecdote, hein, les Japonais vont y tirer autant de cartouches que l'armée allemande durant toute la guerre franco-prussienne, et plus que les Anglais durant toute la Seconde Guerre des Boers qui dure 3 ans. Donc allons-y pour le péril jaune, même si bien entendu on ne fait qu'effleurer un immense sujet qui est probablement celui qui mérite le plus de développement parmi tous ceux dont on a parlé. Bon, c'est une tier list, hein. Le contexte, alors j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont. Nous sommes dans la guerre russo-japonaise, qu'on va pas circonscrire non plus dans son entièreté. Disons que c'est la rencontre de deux impérialismes coloniaux ou territoriaux autour de la conquête de la Mandchourie. Hein. Mandchourie, Corée et Chine du temps sont des terrains coloniaux, pas plus. Donc on connaît l'objectif des Russes d'accéder à toutes les mers chaudes tout le temps partout, en l'occurrence ici la mer du Japon, ce qu'ils parviennent à faire au milieu du 19e. Et à partir de là, eh bien, ils vont passer la seconde dans la conquête de la Mandchourie et l'extension du transsibérien. Ce qui inquiète fortement nos amis japonais, qui vont, eux, gober la Corée sous un prétexte fallacieux en tartant la Chine, sauf que à ce moment-là, eh bien, toutes les puissances européennes vont se liguer contre le Japon, qui retourne, malheureusement pour lui, au statu quo ante. Et là, le Japon, pour faire simple, décide qu'on va pas lui faire deux fois, et que si les grandes puissances sont contre lui, eh bien autant attaquer directement une grande puissance. Bon, dans les faits, les grandes puissances sont pas forcément contre lui, puisqu'on sait que il y aura la bienveillance de l'Angleterre dans cette guerre, par exemple. Donc le 13 janvier 1904, le Japon adresse un ultimatum à la Russie sur la Mandchourie et attaque par surprise leur grande spécialité, l'escadre navale de Port Arthur. Alors, vous avez ici Port Arthur après la bataille. Donc en mars de la même année, ils vont débarquer en Corée, ils vont s'emparer du pays très rapidement, on va avoir un certain nombre de batailles, hein, la chute de Port Arthur en janvier 1905, et nous voilà donc à Mukden en mars 1905 pour la rencontre qui va décider du sort terrestre de la guerre. Alors, j'ai même envie de dire de son sort tout court, puisque même si Tsushima va décider de son sort naval et quelque part global, ça met fin à tout espoir objectivement, mais le rapport de force dans cette bataille navale, à mon avis, ne pouvait pas conduire à autre chose, hein. C'est une branlée attendue, alors que ça n'est pas forcément le cas à Mukden. Mais bon, ça aurait été sympa aussi de traiter une bataille navale, c'est vrai que j'en fais très très peu. En même temps, les marins, vous savez comment c'est sur les bateaux. Donc Mukden. Les Russes s'y sont retranchés après leur défaite à la bataille de Liaoyang et n'ont jamais réussi à percer depuis 6 mois, malgré plusieurs offensives pour enfoncer le front.
Il compte sur place 340 000 hommes contre 270 000 Japonais, sans parler des milliers de canons. On est fin février, en plein hiver, il fait -20, la ligne de front russe s'étale sur 150 km, enfin vous comprenez, on n'est pas sur nos batailles précédentes contre 50 mandingues cul nu. Et les Russes, la problématique, c'est qu'ils ne parviennent pas à recevoir les renforts prévus à cause, comme vous le savez, des troubles civils qui bien nécessitent d'employer des troupes partout. On est en 1905, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais la situation japonaise n'est pas reluisante non plus, puisque les réserves humaines sont épuisées, les lignes de ravitaillement sont à bout, et donc des deux côtés, on a besoin de cette bataille décisive. Alors je vous mets la carte, hop. Sur le flanc droit russe se trouve la deuxième armée en terrain plat. Au centre, la troisième armée qui tient la voie ferrée et la route, et à l'est, la première armée dans les vallons, dans un dispositif purement défensif. Du côté japonais, vu les Russes, on a deux armées qui avancent à l'est de la voie ferrée, une à l'ouest de la voie, une en réserve qu'on ne voit pas ici sur la carte, et une qui mène une attaque de diversion sur le flanc ouest. La bataille va débuter le 20 février par une attaque sur le flanc gauche russe, puis le 27 sur le flanc droit, pendant que la troisième armée entame un large mouvement par le nord-ouest. Et le 1er mars, je vous le mets ici, hop, la situation est encore stable. Le front l'est aussi, les Japonais ont progressé certes, mais au prix de lourdes pertes, et plutôt que progresser, ils ont surtout largement étendu la ligne de front. Le 7 mars, le général Kuropatkin, qui dirige les forces russes, va commencer à retirer des troupes du front Est pour contrer les mouvements sur le front Ouest. Repli qui se passe malheureusement tellement mal que la première et la troisième armée russe sont dans un complet chaos. Donc le général russe va décider de se retirer au nord. Les Japonais vont en profiter pour lancer une attaque générale. Ils vont parvenir à traverser le fleuve 1 sur le flanc gauche russe, au prix forcément de pertes terribles, mais ça permet de couper l'extrémité gauche du centre et parallèlement, eh bien, ils vont parvenir, hop, je vous mets ici la carte, à encercler les troupes russes sur le flanc droit. Donc les Russes se retrouvent dans une situation très difficile, partiellement encerclés, et l'ordre est donné de la retraite vers le nord le 9 mars, mais malheureusement eh bien, une large partie des troupes est prise au piège. Les Japonais ne peuvent pas vraiment poursuivre, ils n'ont pas les moyens logistiques, et donc c'est une immense victoire, bien que coûteuse. Les Russes ont perdu dans la bataille 90 000 tués et blessés, alors surtout prisonniers en l'occurrence, plus de 20 000. Les Japonais, eux, ont 75 000 tués et blessés et comptent surtout le double de morts, près de 16 000 morts pour eux dans la bataille. Le problème, c'est que les Russes ont perdu un immense matériel en armes et ravitaillement qu'ils sont complètement incapables de recompléter. Vous avez ici une photo de la retraite russe après la bataille. Donc plus aucun combat terrestre n'aura lieu. Les deux armées sont à bout, les Russes sont chassés du sud de la Mandchourie. Alors si leurs forces sont encore importantes, le moral est brisé, et avec surtout un transsibérien aux mains des Japonais, eh bien l'effort de guerre n'a absolument plus aucun sens. Il faudra encore, comme vous le savez, un Tsushima pour que la victoire soit acquise, décidant définitivement les Russes à ne pas contre-attaquer. Donc oui, la bataille est terrible, une victoire de ce type n'irait peut-être pas tout en haut. Hop, j'enlève le diapo, je fais la transition. Ceci étant dit, il faut imaginer le choc qu'est cette défaite dans le monde européen. Là aussi, c'est presque un sujet de vidéo. En tout cas, voilà, entre Mukden et Tsushima, ça se terminera à Portsmouth. La Russie reconnaît la Corée comme sphère d'influence japonaise, va se barrer de Mandchourie, va céder Port Arthur et la moitié de Sakhalin. Et donc, pour l'importance générale de la bataille dans le cours de la guerre, et même pour son importance au global dans, on va dire, l'impérialisme japonais, et puis eh bien, l'histoire future telle qu'elle sera, je pense que ça mérite d'être tout en haut. Ah d'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une erreur dans mon comment dirais-je, dans ma tier list, puisque j'ai laissé une précédente bataille à la place de l'autre. Bon, peu importe, c'est pas grave. Ça n'est pas parfait, mais à maxima culpa, ça n'est pas le bon nom. Vous voyez la bataille de Kassala, ça n'est pas le cas. Nous allons parler de la bataille, alors approximativement très proche,
mais contre un ennemi différent. Bon, c'est pas grave, peu importe. Je pense que c'est parce que je l'ai changé parce que ça faisait doublon avec la bataille de Coatit, mais peu importe. Nous allons parler de la bataille d'Agordat. Alors attendez, je vous mets hop ici le diapo. Hop, nous retournons en Afrique que nous avons quitté à regret. Et donc la deuxième bataille d'Agordat qui se déroule le 21 décembre 1893, toujours en Érythrée, mais qui oppose cette fois les Italiens aux Mahdistes. Et donc on retrouve un double plaisir, brosser les Italiens dans le sens du poil et voir les Mahdistes se prendre une branlée. Bon, le contexte, je ne vais pas forcément le refaire, on est au global dans les 5 dernières années de l'état mahdiste qui s'est assez étendu pour se retrouver en confrontation avec tout le monde. Les Britanniques bien entendu qui eux seront à l'offensive plus tard, on l'a vu. Les Belges du côté du Congo, les Italiens du côté de l'Érythrée, les Éthiopiens aussi, enfin bref, chacun a maille à partir avec les derviches mahdistes de façon offensive ou défensive, parce que, et c'est vrai que je l'avais évoqué qu'au travers de l'aspect anglais cette guerre, mais la guerre des Mahdistes c'est 20 ans, dont une bonne partie passée à se taper sur la gueule avec les Éthiopiens entre mecs en claquettes. Et encore, j'ai parlé déjà du contexte mahdiste, mais le contexte italien, c'est pareil, on en a parlé juste avant. Ils sont arrivés en Afrique de l'Est, c'est une position fondamentale avec le canal de Suez, et en plus de ça, au début, ils sont pas mécontents, les Italiens, que les mahdistes fassent reculer les Anglo-Égyptiens, puisque ça leur permet d'avancer. Bon, passons. Je vous ai mis quand même la carte de l'état mahdiste à sa plus grande étendue. Donc cette avancée italienne va forcément et des turbulences avec le belliqueux voisin djihadiste et des frictions aux frontières. Et pourquoi la deuxième bataille d'Agordat? Eh bien parce qu'il y en a eu une première, ce qui doit vous étonner largement. Première en 1890, à une époque où les mahdistes sont un petit peu au fait de leur puissance, ont su s'opposer aux Anglais et aux Éthiopiens, puisque je vous rappelle que l'année précédente, enfin je vous apprends peut-être que l'année précédente, ils ont remporté une grande victoire contre les Éthiopiens et que le Négus Johannes IV était tombé au combat contre eux et que sa tête s'était retrouvée à promener au bout d'une pique à Omdurman. Et donc, voulant continuer sur leur lancée dans le sud, on a 1 millier d'hommes qui sont envoyés en Érythrée châtier les tribus locales soumises aux Italiens et qui vont bien entendu massacrer tout le monde. Vous connaissez l'histoire, ils sortaient les poubelles, il est gentil. Et les Italiens, dont bien le prestige local est menacé, vont envoyer 230 hommes qui mettent bien malheureusement pour eux une branlée aux derviches, qui en plus de ça, mahdistes sympathiques qui vont se faire tomber dessus par les locaux qu'ils ont ravagés, et autant vous dire que la plupart vont être envoyés directement vers le prophète. Alors les mahdistes seront plus prudents par la suite, pendant 3 ans il ne se passe rien, les Italiens construisent un fort sur place à Agordat. On aura un autre combat assez restreint en 1892 au mieux, mais bon, voilà, rien de fou, ce sont avant tout des mouvements des derviches pour quelque part tester la détermination italienne, exploiter un petit peu les brèches tribales et accessoirement, le plus important, essayer de contrôler les points d'eau qui sont cruciaux dans cet environnement. Ceci étant, cette continuelle tension, même limitée, ça va pousser Rome à envoyer le général Baratieri, dont on a déjà parlé, et à augmenter les forces des locaux pour sécuriser les frontières. Les mahdistes tiennent quand même à prendre leur revanche, et cette fois, ils vont préparer minutieusement une grande campagne, ce qui est une rareté chez eux. 10 000 hommes, avec même quelques mitrailleuses, quelques centaines de cavaliers qui doivent déferler, et pas juste pour un raid, mais pour pénétrer et conquérir l'Érythrée. Ça reste des troupes de pillards organisées comme au Moyen-Âge, mais demeure qu'ils ont récupéré notamment pas mal de fusils aux Égyptiens. Les Italiens de leur côté sont en état d'alerte, la zone est patrouillée, on sait qu'ils doivent passer par Agordat, qui est un point obligatoire de cheminement. On réunit là-bas toutes les troupes possibles pour protéger une oasis qui est vitale et qui est la voie d'accès à la mer Rouge. On se retrouve donc pour les Italiens avec 2400 hommes, alors tous des askaris comme d'habitude sauf les officiers, et 8 pièces d'artillerie face aux mahdistes. Alors les troupes sont coloniales, mais encore une fois, dans le cas des Italiens, ce sont des troupes qui sont très bien équipées et qui vont adopter une position en ligne très éloigné des habitudes du carré britannique, ce qui va un petit peu déstabiliser les derviches.
Vous avez ici un dessin du fort d'Agordat, hein, peu importe, je ne sais pas s'il est représentatif de ce qu'il était en réalité. Il n'empêche que les Italiens vont choisir un terrain surélevé en flanquant le fort, ils vont avoir des positions très bien préparées puisqu'ils ont eu l'arrivée rapide de l'armée, et adossés au fort dans des positions de tranchées fortifiées, ils vont déboîter les derviches et leurs habituels assauts frontaux, leur infligeant 2000 pertes dont 1000 morts contre 230 tués et blessés pour eux. Les vagues répétées vont se briser sur les Italiens et la manœuvre tentée par les madistes de cavalerie sur le flanc va se trouver annihilée par l'artillerie. Ça n'est pas à négliger parce que c'est la première vraie branlée prise par les madistes contre une armée européenne, qui en appelle bien d'autres bien sûr, et leur force d'invasion est brisée. Et dès l'année suivante, les madistes vont se faire à nouveau éclater par les Italiens à Kassala, hein, c'est ce que vous voyez dans la tier list, je ne sais plus pourquoi j'ai changé l'une et l'autre, peu importe, mais je pense que c'est parce que, de mémoire, la bataille se déroulait avec deux armées en nombre similaire, donc l'issue était certaine à partir du moment où vous avez une armée européenne dans un nombre égal à celle de l'adversaire. Alors, au global, les deux batailles, donc Agordat et Kassala, vont faire très forte impression quant à la valeur de l'armée italienne. C'est malheureux puisque 2 ans après, elle va se faire annihiler par les Éthiopiens qui eux-mêmes se faisaient dégommer par les madistes. Parfois c'est comme ça. Vous avez ici une photo des drapeaux et tambours et autres fusils récupérés après la bataille sur les madistes, même une mitrailleuse. Et sans aucun doute, ces deux victoires, comme d'ailleurs la précédente dont on a parlé tout à l'heure à Kohatid, vont entraîner un état d'esprit peut-être trop optimiste dans la guerre en Éthiopie et une posture plus agressive de l'Italie. Mais bon, parfois une défaite comme à Adoua, ça repose sur tout un ensemble d'éléments. Est-ce qu'on peut résumer ça à trop d'optimisme et un certain état d'esprit méprisant pour l'adversaire? Je ne suis pas sûr. Bref, ça sécurise le front nord érythréen. Alors attendez, hop, je fais la transition comme d'habitude. Ça sécurise d'ailleurs même le pays pour l'Italie finalement, puisque les madistes ne s'y risqueront plus. C'est une belle victoire tactique qui n'a pas changé grand-chose stratégiquement avec la défaite d'Adoua à venir. Les Italiens vont conserver leur position et points, donc voilà, je pense qu'on va la mettre à l'avant-dernier rang. Alors, que nous reste-t-il? Eh bien, nous changeons à nouveau de continent, nous repassons en Asie. Hop. Habituelle transition, nous sommes maintenant à Kakarong de Scilly, le 1er janvier 1897, sur l'île de Luçon, donc aux Philippines, dans une bataille qui oppose les Espagnols aux Philippins. Et donc encore un pays mal aimé à qui il faut offrir un peu de sympathie, l'Espagne, un pays que je déteste néanmoins. Donc avant de se faire botter le cul dans le coin par les Américains, nous en avons parlé, nous allons en parler, non, nous en avons pas parlé, nous en parlerons cette année. Eh bien avant de se faire botter le cul dans le coin par les Américains, il faut reconnaître que l'armée espagnole avait fini par transformer la révolte indépendantiste philippine en une sorte d'esclave sexuelle de soirée chemsex chez Palmade. Alors dans quel contexte sommes-nous? Eh bien dans celui de la révolution philippine qui rejoint un peu la révolte des Moros d'il y a 2 semaines, c'est-à-dire comme sujet un petit peu annexe de quelque chose dont nous allons parler en vidéo historique, comme je l'ai dit, dans quelques mois. Je dirais que ça doit être à peu près ça la temporalité. Ça doit pas être la dernière, ça doit être l'avant-dernière, donc ce sera peut-être en octobre, quelque chose comme ça. Alors, c'est quoi l'idée? Nous sommes déjà dans le contexte global espagnol de la déprise définitive sur son empire, déprise entamée en Amérique latine, comme vous le savez. Les Philippines sont sous domination espagnole depuis le XVIe et on a 2 problèmes. Le besoin que la colonie devienne rentable, ce que l'on n'arrive absolument pas à avoir, alors que Manille, en plus de ça, est dominée commercialement par les Britanniques. Et second problème, la diffusion des idéaux révolutionnaires dans le coin avec l'émergence habituelle d'une bourgeoisie créole et éclairée. C'était un petit peu la même chose dans le cas de Cuba, qui se passe peu ou prou au même moment, ça commence avant, enfin bon, peu importe.
Et on se retrouve à partir des années 1860 avec ce bouillonnement habituel, ces révoltes locales, puisque ça reste difficile de lier taxation excessive, quasi monopole de l'Église sur les terres, réformisme, libéralisme et enrichissement d'une classe de bourgeois locaux. Tout ça donne un mix assez compliqué à gérer. Donc le Katipunan, vous en voyez ici les fondateurs, qui est l'organisation indépendantiste, eh bien, elle est fondée en 1892, Société pour l'indépendance, calquée sur une espèce de franc-maçonnerie, avec les secrets et les rites d'initiation. Organisation qui sera découverte presque par hasard en 1896, alors qu'elle compte plus de 100 000 membres, et organisation qui doit lancer la révolution philippine en conséquence, et qui va surtout se développer sur l'île de Luçon, et se maintenir plus ou moins bien, plutôt moins que plus, jusque l'arrivée américaine. C'est donc une guerre un petit peu particulière qui s'ouvre entre combats réguliers et guérilla, avec un grand nombre de violents affrontements et un conflit qui va déjà coûter la vie à des dizaines de milliers de personnes. Et ce n'est que le début, puisque un nouvel acteur se pointera après. Bref, voilà, une sale guerre avec son lot de batailles, de victoires et de défaites pour le maître espagnol, et dans laquelle eh bien, Cacarón de Silly en est une parmi d'autres. Donc, pourquoi cet endroit ? Eh bien, l'endroit est un symbole, puisque ce qu'on appelle les Katipuneros, les indépendantistes de Bulacan, la région en l'occurrence, y ont instauré eh bien, la première république indépendante, considérée comme la première république organisée des Philippines, et un fort improvisé y est construit. Alors, ça n'a de fort que le nom, c'est une enclave défensive rudimentaire dont on espère que le terrain marécageux autour suffira à ne pas avoir à s'y défendre. C'est vraiment pas fait pour. Et puis, République indépendante, j'ai dit ça, mais je ne suis pas philippin, donc je ne suis pas tenu au mensonge patriotique. Hein. Il faut bien comprendre qu'on met une fanfare et puis on dit à 3 mecs qui sont policiers, à 4 autres qui savent à peine lire, qui sont fonctionnaires du fisc, et paf, vous avez une république. Mais bon, vous savez, les symboles, c'est important. Donc on a 3000 à 6000 combattants philippins qui se trouvent dans la zone, la plupart étant bien entendu des paysans avec des bambous, et la plupart sont aussi des enrôlés qui n'ont pas demandé à être là, ce qui sera le cas dans toute l'histoire de la révolution philippine de toute façon. L'armement est donc rudimentaire, il y a très peu d'armes à feu, puisque l'accès est contrôlé par les autorités coloniales, ce sera une constante même après, hein, du fait tout simplement de la position géographique de l'île, qui fait que pour importer des armes, il faut faire de grands voyages, et les mers sont sous contrôle de l'adversaire, c'est très difficile d'avoir des armes, les seules que l'on a sont souvent celles que l'on a prises sur les vaincus. En plus de ça, une forteresse statique va se trouver être une erreur fondamentale, surtout quand c'est en bambou. Donc les Espagnols décident d'y faire face et de mobiliser des forces pour mettre fin à la menace. Ici de merveilleuses troupes espagnoles. Le 1er janvier 1897, une troupe de 600 chasseurs espagnols, donc des troupes professionnelles légères d'élite, une troupe donc de 600 chasseurs espagnols est réunie, et ils font une marche rapide qui prend complètement l'ennemi par surprise, partant en plus le 1er janvier très tôt, en espérant profiter de la gueule de bois des Katipuneros pour le nouvel an. Grâce à des locaux dont on a soutiré les renseignements avec plus ou moins de bienveillance, on connaît la configuration exacte du fort. Les Espagnols vont donc l'assiéger, avec quelques canons légers, vont parvenir à percer ses murs, forçant les défenseurs à se retirer plus profondément en son sein. Enfin, assiéger, disons qu'ils avancent à toute vitesse sur des fortifications en terre face à un ennemi qui est écrasé par la puissance de feu dans le fort et qui, au mieux, arrive à monter quelques escarmouches aux alentours dans un terrain là aussi très compliqué. Et donc les Espagnols arrivent très vite au fort principal, sans trop de résistance. Les 2000 Katipuneros qui y sont retranchés vont tenter de résister, mais les Espagnols vont exploiter toutes les brèches, vont s'emparer au corps à corps de toutes les redoutes intérieures, le désordre dans le coin étant aggravé par la présence dans le fort de nombreux civils, forcément. Et donc la retraite va se transformer en déroute. Le fort finit par être incendié, la structure est en ruine, on a une large partie des révoltés qui vont être massacrés ou faits prisonniers, comme vous le voyez sur l'image, même si la plupart vont parvenir à s'échapper. Les pertes philippines sont estimées à plus de 1000 morts, blessés et prisonniers contre 100 morts et blessés pour les Espagnols, et la bataille illustre la difficulté, et elle sera d'ailleurs récurrente pour l'insurrection philippine, elle illustre la difficulté d'établissement de cette dernière dans des structures fixes, l'impossibilité
d'un affrontement régulier et elle conduira à terme à la guérilla contre les forces espagnoles, même si la leçon ne sera pas forcément retenue au début de l'arrivée, l'invasion, l'intervention, appelez ça comme vous voulez, américaine. Alors du point de vue tactique, hop, je vais enlever les images. Du point de vue tactique, effectivement, la résistance structurée va cesser dans la zone. Ça conduit à l'exécution de plusieurs chefs importants qui ont été capturés. Alors effectivement, par la destruction du bastion fortifié, la province va sembler sécurisée, mais bon, c'est tout le territoire philippin, en tout cas l'île de Luçon, qui est en anarchie, et dans le fond, tout cela ne sont que des dommages minimes qui ne ralentissent pas encore l'élan révolutionnaire. Hein. Franchement, aujourd'hui, c'est un symbole de résistance philippin, mais tout le monde sait que c'est une bataille de merde dans une guerre de merde. Donc, dernier rang, hein. En plus de ça, ça oppose des Espagnols à des mecs qui parlent espagnol. C'est absolument atroce. Donc ça ira fatalement tout en bas. Belle brochette de sale gueule, effectivement. On peut le dire. Dernière bataille. Nous retournons en Afrique, mais cette fois dans le nord, puisque nous allons parler de la bataille de Tel el-Kébir, le 13 septembre 1882, comme vous le voyez près du canal de Suez en Égypte, et qui oppose les Anglais aux Égyptiens. Voilà, on en finit avec ce parcours, avec la bataille de Tel el-Kébir. Mais alors, pourquoi les Égyptiens se prennent une branlée chez eux ? Eh bien, nous sommes dans le cadre de la conquête de ce pays par Albion. Alors, comment intervient-elle ? Au global, vous savez que le 19e est un siècle difficile pour les Ottomans, et que l'Égypte est une position méditerranéenne stratégique, et puis donc il faut y ajouter par la suite le canal de Suez, hein, la voie maritime la plus fréquentée vers l'Orient, qu'empruntent de nombreux navires britanniques qui représentent à cette époque-là 80% du flux qui y passe. Canal détenu en action en grande partie par le Khedive d'Égypte, qui est tellement endetté qui va vendre ses parts, et on a depuis quelques années en Égypte une importante influence, alors d'abord franco-anglaise dans le pays, les deux pays étant en compétition pour récupérer leurs billes. Or, vous le savez, on n'aime pas ça dans les pays musulmans en général et dans l'armée égyptienne en particulier, mais malheureusement, avec un QI moyen de 45 à l'époque, je ne sais pas s'il a changé, c'est embêtant pour résister à l'impérialisme européen. Donc le Khedive est renversé, mais il a le soutien des Européens. On a des émeutes dans la ville d'Alexandrie, on a plusieurs dizaines d'Occidentaux qui vont être massacrés, et les Anglais envoient leur flotte. Alors, on dira pas que les Français ne l'envoient pas parce qu'ils sont pas tellement ciblés par l'émeute et que finalement ils sont plutôt gagnants dans la révolution qui s'annonce, mais les Anglais eux le font et bombardent la ville d'Alexandrie. Hop, je vous mets en image, attendez, hop, je bannis ça. Je vous demande juste une seconde. Si j'y arrive. Voilà. Ah, c'est déjà fait. Merci. Merci. Merci, Dargos. Quel modérateur. Faudrait que je mette encore plus de modérateurs. Faudrait qu'il y ait plus de modérateurs que de gens qui regardent. Non, merci, Dargos, c'est cool. Ça m'évite de le faire. Bien, on reprend, donc la flotte anglaise bombarde la ville, j'étais parti pour mettre l'image, vous avez ici le consulat de France, parce que bon bah il n'y a pas de raison qu'il soit pas bombardé aussi à Alexandrie, peu importe. Les Britanniques qui normalement évitent généralement les interventions de ce type, mais là on parle pognon, et quand on parle pognon, bah vous le savez, ça les motive. Alors, au-delà de ce bombardement, les raisons pour l'invasion qui suit ont divisé un petit peu les historiens, soit la sécurisation du terrain et la protection du canal de Suez, soit l'intérêt des investisseurs anglais dans le pays, soit même la recherche de popularité intérieure pour Gladstone par une petite guerre victorieuse, peu importe, moi je suis un primaire. J'ai envie de dire que la chose est simple, hein, laissez-moi vous conter mon interprétation. C'est la mienne, ouvrez les guillemets. Par un hasard de l'histoire qui va durer un siècle, les Européens ont les moyens humains et techniques de mettre une branlée à quasiment tout le monde. Et en profitent, comme tous les États du monde le font depuis toujours, des Assyriens d'hier aux USA d'aujourd'hui. Les gens qui s'en plaignent, à juste titre, hein, ils peuvent avoir raison, mais la logique de leur plainte, c'est d'avoir toujours 30 ans de retard, voire même 300 ans. Hein, on le voit aujourd'hui. On constate quand même que l'interventionnisme américain
n'a jamais été aussi contestée, à mon avis en tout cas, alors que finalement leur histoire depuis 1898 et la guerre américano-espagnole ou hispano-américaine, peu importe, que nous avons vu en vidéo déjà. Et donc leur histoire depuis cette époque-là n'a pas varié, on dirait que les gens découvrent un petit peu la chose, et pendant ce temps, nos amis des coloniaux de France et de Navarre sont encore en train de parler de colonialisme pour gratter un billet, alors que, vous le savez aussi malheureusement, l'ascendant européen est terminé depuis bientôt 100 berges, et que les nouveaux colonisateurs sont déjà arrivés chez eux. Voilà, donc leur connerie, leur jalousie atavique me dépasse, mais bref, passons, avant que je dise des choses regrettables. C'est donc une raison simple qui autorise l'intervention, c'est celle d'être le plus fort, tout simplement. Et puis, ça ne dure qu'un temps, malheureusement. Donc les Anglais bombardent la ville et l'occupent. Ils ont 40 000 hommes dirigés par Wolseley, avec ordre d'en finir avec le colonel Ahmed Ourabi qui a renversé le Khedive. Ça va se régler en 3 batailles, enfin 2 combats et une bataille. Vous avez ici un magnifique train blindé, semi-blindé, disons, qui a été envoyé à l'époque à Kafr el-Dawar, qui est une reconnaissance en force pour tester la route du Caire par le nord, par Alexandrie, le 5 août 1882, qui sera un échec, alors très peu sanglant, et donc on va renoncer à cette voie assez bien défendue, et Wolseley va basculer ses troupes vers le canal de Suez, que Rabi n'a pas bloqué parce que Lesseps a promis de ne pas laisser débarquer les Anglais, mais bon, les promesses d'hommes d'affaires valent ce qu'elles valent, c'est-à-dire rien. Et le 28 août a lieu une seconde bataille dans ce coin donc du canal de Suez à Kassassine, qui est une écluse importante pour le ravitaillement anglais, où les Égyptiens sont repoussés par la cavalerie anglaise. Et donc on en vient au 3e combat, et donc qui est la seule vraie bataille, la seule vraie par son ampleur, qui va mettre fin à cette petite guerre fructueuse. Ourabi s'est redéployé pour défendre le Caire. Il s'est retranché à Tel el-Kébir sur des défenses assez hâtives, 6 km de ligne le long d'une vallée escarpée, de longues tranchées et surtout une belle zone plane devant qui promettent un terrain favorable pour l'utilisation de l'artillerie. On a sur place 13 000 soldats britanniques qui vont faire face à 18 000 soldats égyptiens, et c'est d'ailleurs le premier conflit qui voit le début de l'évolution dans la tenue britannique, puisque l'on troque pour une part, alors pas complètement, mais pour une part le rouge habituel pour des tenues un petit peu plus adaptées au contexte local, même si elles sont encore un peu disparates. Alors Wolseley va mener quelques reconnaissances et va surtout réaliser que les Égyptiens ne tiennent pas de postes avancés la nuit. Du coup, plutôt que de contourner de façon incertaine par le désert ou de bombarder avant un classique assaut très coûteux en hommes, il va prévoir d'approcher la position de nuit et d'attaquer à l'aube en mettant notamment dans les rangs des troupes terrestres des officiers de marine qui sont capables de se diriger avec les étoiles, puisque je vous rappelle qu'on est dans un coin désertique, donc bon, les points de repère terrestres, c'est pas ça. Il va donc déployer ses troupes, et à 5h45 du matin, les Anglais sont à 500 mètres des retranchements quand les sentinelles égyptiennes les aperçoivent et ouvrent le feu. Donc l'effet de surprise n'est pas total, 500 mètres à faire c'est long avec un barda, mais il y a un élément qu'il ne faut pas oublier avec les fusils du temps, puisque la course des Britanniques va être complètement masquée par les tirs des fusils et des canons égyptiens et leur fumée, puisque nous sommes encore pour une large part avec de la poudre qui produit de la fumée, et ils arrivent à peu près en même temps tous sur la ligne, et la bataille se termine en moins d'1 heure, quasiment toute la ligne est emportée et submergée sans presque se battre, et c'est une défaite écrasante. Les Britanniques déplorent 57 tués contre plus de 2000 morts à l'ennemi, dans une campagne qui devra un tribut plus grand aux insolations qu'aux cartouches de l'adversaire pour les Anglais. La cavalerie britannique qui a progressé, alors c'était l'image d'avant, mais peu importe, comme vous voyez, elle a progressé par le flanc droit en l'occurrence britannique. Eh bien la cavalerie va tout simplement traquer l'ennemi jusqu'au Caire, 80 km plus loin, le Khedive est rétabli. L'armée britannique se barre en laissant une armée d'occupation, et une occupation qui va durer quasiment de forme et de fait jusqu'en 54 et la crise de Suez, même si le protectorat s'achève officiellement en 1922. Voilà, c'est une victoire tactique, c'est une victoire stratégique. Je propose, pour la dernière, qu'on la mette au second rang. C'est une victoire très marquée qui permet de s'approprier quasiment sans coup férir un pays entier. Pays en plus de ça à la position stratégique pour l'Empire d'Angleterre, enfin du Royaume-Uni.
Donc une bataille assez importante, et finalement, eh bien, on en arrive à un presque quasi-équilibre entre les différentes colonnes, ce qui est assez sympathique. Voilà, donc j'espère que vous avez pris un minimum de plaisir à m'écouter dans ce classement de 20 batailles en forme de grands ou petits succès coloniaux, que vous en aurez appris quelque chose, ou vous aurez eu envie de découvrir des choses peut-être que vous ne connaissez pas et qui vous intéressent. On a bien d'autres tier listes passionnantes à venir, je pense qu'il y en a qui vont être très sympathiques, et on conclura cette partie des engagements coloniaux après les désastres coloniaux et les grandes victoires, ou en tout cas les victoires coloniales. Nous conclurons ça, je pense, avec les last stands l'an prochain, ces batailles désespérées, qu'ils soient d'ailleurs gagnants ou perdants. Je pense que ça restera entièrement dans le contexte colonial. Je crois qu'il y a la matière pour le faire. On verra, peut-être que je serai obligé d'inclure quelques batailles qui sortent un petit peu du cadre temporel que j'avais fixé, mais je pense instinctivement, rien qu'à la réflexion, j'en ai au moins 5 ou 6 qui me viennent, donc ça doit être possible. Voilà, donc voilà pour ce soir. On se retrouve comme d'habitude donc vendredi pour la session 4 ou 5, 4 je crois, de notre partie sur Europa Universalis 4 dans le Saint-Empire romain germanique. Donc voilà, normalement les batailles entre joueurs seront autorisées. On verra ce qui découlera de tout ça. Et puis dimanche, nous parlerons d'un classique de la littérature, puisque nous parlerons de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, avec eh bien, peut-être une opinion un petit peu iconoclaste de ma part sur le sujet. Mais vous découvrirez ça en temps et en heure. Et puis, la semaine suivante, on a encore plein de choses qui arrivent, une réception, plein de choses, enfin, voilà, nous en reparlerons. Sur ce, bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée, j'espère que tu vas nous dégoter des pépites. Sur quoi, Lidargos? Sur une tier list Ah, les last end. Ouais, je pense qu'il y a moyen de... Il y a moyen, de toute façon, je fais toujours des recherches, il y aura toujours... Il y en a qui sont des passages obligés. Comme j'ai dit, j'ai mis Cameron dans la première partie. Sinon, je l'aurais mis d'ailleurs peut-être même comme Sid Ibrahim dans celle-ci, mais je pense qu'au-delà de 5 ou 6 passages obligés, à mon avis, il y en aura quelques-unes qui, je pense, sont complètement méconnues. J'en ai au moins 2, voire 3 en tête, qui, je pense, sont très très peu connues et sont des batailles absolument incroyables. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Oui, tu vois, voilà, Rorke's Drift, obligatoirement. Même si j'en ai parlé déjà en vidéo, Rorke's Drift, je vois pas comment je peux ne pas en parler dans cette tier list là, de la même façon que dans les désastres coloniaux, parce qu'il y en avait quand même un petit peu moins que les victoires coloniales qui sont plus habituelles. Dans les désastres coloniaux, il y a eu San Luana, il y en a eu quelques-unes qui étaient quasiment obligatoires, de la même façon que Blood River ou Omdurman. Ça me paraît être obligé de les citer dans les grandes victoires coloniales. Donc il y en aura forcément qui seront connus, mais je te dis, j'en ai quelques-unes en tête qui sont absolument incroyables et qui, je pense, sont complètement méconnues parce que ça concerne des pays dont tout le monde se branle, quoi. Donc type l'Espagne ou autre, quoi. Ma foi. Voilà, mais ce sera l'an prochain. La prochaine tier list, ce sera sur les collaborateurs français, et normalement ce sera en compagnie de Skiros, et je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment aussi. Donc on verra tout ça. D'ici là, eh bien écoutez, bonne soirée à tous, bon week-end, puisque normalement la plupart des gens sont éventuellement en week-end prolongé, en tout cas c'est mon cas. Donc le week-end commence le jeudi, c'est ce qu'on préfère. Donc d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve vendredi pour la suite sur Europa Universalis. On se retrouve dimanche, le programme reprend, les streams reprennent. Donc bonne soirée à tous, à bientôt. Salut Dargos, salut à tous les auditeurs. Passez un bon week-end, et voilà. Je bosse vendredi. Ah, désolé Dargos, désolé pour toi. Nous c'est un pont obligatoire, ma foi. C'est comme ça, il y en a un ou deux dans l'année. Celui-ci fait partie des ponts obligatoires. Voilà, allez, ciao Dargos, salut à tous, bonne soirée, à bientôt.